Strasbourg. Comme son nom l'indique, nous adressons à l'ensemble des pays de la Méditerranée, mais nous nous sommes créés dans le cadre d'un partenariat signé entre la ville de Strasbourg et la ville d'Oran. Donc la ville de Strasbourg finance notre association. Ça va être élargi évidemment au fait maintenant qu'on s'adresse à un ensemble de riverains et puis d'institutions de la société civile et bien aussi évidemment des collectivités, des villes autour de la Méditerranée. Et c'est dans ce contexte-là avec Antoine, on a mis en place, dans cette période de confinement, une série de rencontres en distanciel sur des problématiques, voilà, des problématiques culturelles, historiques, urbaines, autour de la Méditerranée. C'est notre 4e épisode et nous voyageons sur le pourtour de la Méditerranée. Premier épisode, on a fait les îles. Au deuxième, on était en Palestine. C'était absolument passionnant. Le 3e épisode a été consacré au partenariat entre les écoles d'architecture d'Oran et de Strasbourg, puisqu'il y a un accord de partenariat entre les deux universités avec des ateliers pour les étudiants, portés par des enseignants extrêmement actifs. Et aujourd'hui, on part à Paris, mais en faisant un parcours du côté, évidemment, des Ottomans. Je voudrais juste vous dire comme ça, en introduction, les choses vont être publiques, je pense, dans un certain temps, mais est actuellement à l'étude poussé un accord de partenariat entre la ville de Strasbourg et la ville d'Istanbul. Voilà, nous avons eu l'information jeudi lors d'une rencontre avec la chargée de mission des relations européennes et internationales. Donc, cher Antoine, tu as anticipé. Donc, voilà, je te remercie. Et une activité intense de l'Institut français d'Istanbul sur ces questions. Voilà. Donc, pour nous, évidemment, rue Méditerranée, en quelque sorte, on se retrouve sur cette dimension-là. Il y a une deuxième dimension sur laquelle on a travaillé jeudi après-midi avec le conseil municipal délégué à la lecture publique, c'est de travailler sur un salon de la littérature pour enfance et jeunesse bilingue. Et évidemment, nous avons à Strasbourg Ali Bazaran, qui est un des grands spécialistes, grand spécialiste du livre pour enfants en français et en turc. Et donc, nous allons prochainement travailler avec les médiathèques de Strasbourg, j'espère, pour organiser un salon pour les enfants autour des langues de la Méditerranée, évidemment le turc, l'arabe, mais aussi l'espagnol, l'italien et le français. Voilà. Donc, on est comme ça sur des enjeux là depuis quelques semaines qui se tissent de manière très, très forte. Et ces épisodes. Erdal nous arrive 3 ans déjà, mais certains ne l'ont pas encore croisé. Et Erdal nous arrive en voisin de l'Allemagne, mais il nous croise aussi rue Méditerranée parce qu'il connaît donc en tant qu'ottomaniste très bien, eh bien ce qu'on peut appeler maintenant la Turquie. Et puis également, avant de venir à Strasbourg, je crois, si mes informations sont correctes, à passer du temps dans un institut de recherche à Tel Aviv, alors vraiment sur la Méditerranée. Pas très loin de Gaza, dont parlait Balaoui l'autre fois, mais une autre ambiance, des autres plages sans doute. Enfin voilà, la même eau, la Méditerranée. Et donc, nous avons la chance, nous sommes plusieurs ici à avoir la chance de suivre les séminaires de Erdal Kainar à l'université. Et je salue en particulier Thomas Tronet, qui nous suit depuis l'Égypte, où il est là-bas depuis une semaine ou deux. Et donc voilà, on a les Égyptiens aussi avec nous. Donc c'est l'Empire ottoman qui se reconstitue. Et donc Erdal, merci beaucoup. Nous sommes ravis de t'entendre. Merci Antoine, merci à vous tous
toutes et tous donc d'être là et surtout pour l'invitation. Donc c'est avec le plus grand plaisir que j'ai accepté évidemment cette invitation et que je préparais cette conférence-ci. Alors avant de véritablement commencer sur cette conférence, je voudrais faire la publicité. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais voilà. Donc là, vous voyez la première page d'un livre qui, pour le moment, existe en exemplaire unique. Je l'ai vu, donc je l'ai eu entre mes mains ce jeudi, très exactement. Donc voilà, en fait, c'est un travail que j'ai entrepris dans les années 2000 et que j'ai achevé en 2012. Et la publication a pris beaucoup de temps. Et on va, je vais, lors de cette conférence, donc révisiter plusieurs des sujets auxquels je me suis arrêté dans ce travail-ci. Donc, sur Ahmet Reza, un des leaders du mouvement jeune turc et qui a passé la moitié de sa vie à Paris. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis venu aussi à ce sujet de Paris comme ville ottomane du 19e siècle. Enfin, plus particulièrement pour m'arrêter, peut-être une précision sur les titres, donc Paris, capitale ottomane du 19e siècle. Je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi véritablement ce titre, parce que c'est peut-être un titre un peu prétentieux qui fait référence donc, au célèbre essai de Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle. Et donc, qui suis-je pour tenter une réécriture donc, des éléments de cet article à la lumière de l'expérience ottomane? C'est certainement pas ça ce que je vais faire. Mais il y a quand même un point essentiel donc, qui est soulevé par Benjamin dans son essai des années 30, 1930, donc, où il révisite Paris en tant que capitale du 19e siècle et où il insiste sur une tension. Une tension qu'il expose à travers son étude sur la capitale du 19e siècle, donc Paris. Il constate la contradiction d'une part donc, entre les degrés de développement, le progrès atteint dans les arts, dans les techniques, dans l'industrie au cours du 19e siècle, et donc qui est incarné, incorporé par la ville de Paris, d'une part, et d'autre part, l'incapacité de développer un projet social qui soit en adéquation avec ce degré de développement dans les arts, dans les techniques, dans l'industrie. Donc, l'incapacité de développer un projet pour dépasser les contradictions de la société moderne en tant que telle. Et c'est quelque chose, c'est une des conclusions donc, de cet essai et de l'œuvre de Benjamin en général, sur lequel je vais m'arrêter aussi lors de cette conférence, parce qu'effectivement, on constate que les Ottomans sont pris dans cette tension que Benjamin raconte. Il y a une fascination pour Paris, donc comme la ville qui incarne véritablement le progrès et qui alors devient une inspiration pour des générations et des générations des Ottomans. Mais on constate aussi que c'est une fascination assez simple, qui est marquée par un véritable manque d'imagination, ce que je dirais, et qui donc se traduit encore une fois par cette incapacité de dépasser l'image de Paris qui est véhiculée. Et cette fascination donc pour Paris en tant que capitale du 19e siècle, en tant que capitale ottomane du 19e siècle, est à mon sens révélatrice à la fois du 19e siècle ottoman et de la fin de l'histoire ottomane, donc de la fin de l'Empire ottoman en tant que tel. Donc venons à Paris, à la ville de Paris propre et à la connaissance qu'on pouvait avoir en tant qu'Ottoman de cette ville. Donc, et là, donc, la connaissance qu'on peut avoir donc, de Paris, de fait, c'est une affaire
qui est proprement moderne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au 19e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, avant le 19e siècle, tout simplement, vous n'aurez pas les moyens de savoir, d'avoir des connaissances sur la ville de Paris. Et si je dis vous n'aurez pas les moyens, c'est pas que les moyens, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout simplement, pourquoi vous n'aurez pas les moyens? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la ville de Paris. Il n'y a pas d'intérêt pour la ville de Paris parce que c'est une ville en terre donc éloignée, une capitale voilà, européenne, une capitale dans les terres des infidèles. D'une manière générale, l'Europe occidentale est donc une région essentiellement sans intérêt pour les Ottomans, qui n'aura ainsi pas véritablement des bases pour connaître les villes européennes et pour connaître l'Europe occidentale en tant que telle. Et là, on voit déjà une différence par rapport à l'intérêt qui se développe en Europe en fait dès le XVIe siècle, où vous aurez effectivement des missionnaires, des chercheurs, des commerçants qui vont donc se rendre dans les différentes villes des mondes musulmans et qui vont établir quand même une tradition scientifique d'engagement avec le monde musulman, où vous ne trouverez pas vous trouverez pas l'expérience miroir chez les Ottomans, donc qui, de fait, jusqu'au XIXe siècle, vont se désintéresser de l'Europe occidentale. Pourquoi donc ce manque d'intérêt? Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais c'est quelque chose qui vient véritablement de cette position de supériorité dans laquelle on s'estime. Donc, l'Empire ottoman étant l'empire islamique, et pour les Ottomans, donc l'empire islamique principal de toute l'histoire de l'islam, parce que c'est un empire donc, qui est gratifié véritablement par Dieu, voilà, qui a montré à plusieurs reprises qu'il aime cet empire. Les Ottomans n'auront pas véritablement d'intérêt pour les terres des infidèles. Vous avez des récits des voyageurs donc, qui se baladent en Europe et un peu partout dans le monde. Et à regarder ces récits, qu'est-ce qu'ils font? Ils relatent de fait des affaires curieuses, en des termes miraculeux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Empire ottoman, mais en Europe, vous avez quand même, à partir du XVIe siècle, notamment, la mise en place d'une littérature de voyage propre qui, de fait, va s'autonomiser et qui va répondre de plus en plus à des critères, disons, scientifiques de représentation des pays inconnus. Alors qu'au niveau donc, de l'Empire ottoman, ces récits sont extrêmement rares déjà, et la façon dont on raconte les choses, c'est toujours donc en termes de miracles, des choses curieuses qu'on raconte. Voilà. Voilà. Donc, le premier ambassadeur plutôt ottoman donc, qui va à Paris, c'est Mehmet Çelebi, et sa première mission donc, date de 1820. Donc on est déjà au XVIIIe siècle. Donc pour la première fois, un ambassadeur donc, qui est envoyé. Au cours du XVIIIe siècle, en fait, vous aurez une multiplication des missions diplomatiques de la part des Ottomans vers Paris, vers les villes européennes d'une manière générale. Mais
ces missions vont répondre quand même à une logique assez claire et seront limitées dans la durée, tout simplement parce qu'on ne veut pas exposer un dignitaire ottoman aux inconvéniences d'une vie trop longue chez les infidèles. Donc, tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement imaginable pour un dignitaire ottoman. Et de fait, les représentations diplomatiques seront établies, et cela d'une manière assez systématique en fait au XIXe siècle. Donc j'ai sauté au XIXe siècle à travers la question de la diplomatie, mais évidemment, ce n'est pas uniquement la diplomatie qui est importante dans cette histoire-là, parce qu'on constate que, de fait, à partir des années 1820, allez, 1830, les choses vont commencer à changer d'une manière assez significative et d'une manière assez rapide. Donc, l'Empire ottoman va se réorienter. Il va lancer un processus de changement assez ambitieux. On va mettre en place une réforme qui désigne désormais un projet de changement global, enfin, un projet de changement total à la fois de l'État ottoman et de la société ottomane. Et donc, quelle est la référence de cette réforme? Autrement dit, vers quoi est-ce qu'on va s'orienter dans l'Empire ottoman à partir des années 20 du 19e siècle? C'est l'Europe. C'est l'Europe occidentale, l'Occident. Donc, on constate effectivement que la réorientation et la réforme qui se met en place dans l'Empire ottoman à partir donc, des premières décennies du XIXe siècle est véritablement basée sur une rupture épistémologique. Donc, même au tout début du XIXe siècle, quand il y avait déjà une série de réformes assez importantes, l'élite ottomane n'avait pas véritablement mis en cause la supériorité essentielle de l'Empire ottoman sur l'Europe chrétienne. Parce que, étant donc un empire islamique, ils étaient naturellement, essentiellement supérieurs à l'Europe qui donc se refuse à l'acceptation de la véritable parole de Dieu. Et donc, ces constats de supériorité se prolongent de fait donc, jusqu'au début du XIXe siècle et n'est jamais véritablement mis en cause. À partir des années 20-30, les choses commencent à changer d'une manière assez significative. L'Occident sera désormais le modèle et cette réorientation renvoie aussi donc, à une reconnaissance de la supériorité de l'Occident. Donc, on va désormais effectivement considérer que l'Occident est supérieur à l'Empire ottoman. Le nouveau mot d'ordre dans cette réorientation, c'est le terme de civilisation. Donc, dès les années 30, en fait, on va utiliser ce terme à la fois pour décrire le but, l'objectif de la réforme de l'Empire ottoman et aussi pour s'inscrire dans un nouvel universalisme donc qui marque à la fois le 19e siècle dans l'Empire ottoman, mais qui marque d'une manière générale le monde au 19e siècle. Donc un monde qui est uni par cet objectif des civilisations. Et cette image de civilisation sera très, très importante et sera forcément donc, associée avec l'Occident. Vous voyez ça dans la littérature. Il y a une série de poèmes qui sont assez célèbres sur donc, le 19e siècle où on décrit en termes binaires, donc en termes d'opposition, vraiment les pays d'Orient et les pays d'Occident. Donc, constatant, là c'est une citation d'un poème de Saadullah Pacha,
que de fait, le soleil se lève désormais à l'ouest et que tout est en ordre à l'ouest, qu'on s'est inscrit dans un processus de mouvement, qu'on est performant, qu'on regarde vers l'avenir, alors que dans les pays orientaux, on est plongé dans l'inertie, on ne fait rien et on louche toujours sur un passé qui est révolu. Donc, nouveau mot d'ordre, civilisation, et enfin, au sein de ce discours donc, sur le progrès et la civilisation, enfin, la référence à Paris est d'une certaine manière préprogrammée parce que donc, Paris est considéré comme la capitale de la civilisation universelle. Et comment donc articule cette image de Paris comme capitale de la civilisation? C'est d'ailleurs dans ces termes que les Ottomans présentaient les choses eux-mêmes. Donc on parlait très clairement de Paris comme donc Paetart, donc la capitale du monde civilisé. Avant de venir vraiment à une présentation donc, de cette image, en plus en détail. Je peux rapidement noter qu'il y a que cette image est rendue possible aussi par des nouvelles coordonnées, par un nouveau système de référence qui se met en place au début du XIXe siècle, donc qui est marqué par la circulation des savoirs et des valeurs entre l'Empire ottoman et l'Europe. Donc, vous avez d'une part l'influence culturelle de la France au Moyen-Orient, enfin, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, disons le Levant en général et l'Empire ottoman, qui est très très marqué. Il a la présence auparavant inconnue des Européens et des Français en particulier, dans l'Empire ottoman. Vous avez des commerçants, des aventuriers, des scientifiques, enfin, des archéologues, tout ce que vous voulez, donc qui vont réaliser des voyages dans l'Empire ottoman et qui vont s'intéresser à l'Empire ottoman en tant que tel. Et vous avez aussi de plus en plus des experts essentiellement français qui vont se mettre au service de l'État ottoman. Donc, qui vont intégrer l'administration de l'État ottoman pour œuvrer ensuite à la mise en place d'une nouvelle administration et donc œuvrer à la réforme de l'État ottoman en tant que tel. Et vous avez évidemment aussi les écoles missionnaires catholiques qui sont sous contrôle de la France, très majoritairement. Vous avez aussi des écoles italiennes, mais enfin, la règle générale veut que les écoles catholiques sont des écoles françaises. Donc, des voies d'influence culturelle de la France qui s'articulent par plusieurs voies et par voies parfois très différentes. Donc, le commerce, voilà, des experts, des scientifiques, mais donc aussi des missionnaires donc, qui vont contribuer à propager effectivement les lumières telles que ça a été vu au XIXe siècle en France. Donc, de plus en plus des Français qui sont dans l'Empire ottoman, et d'autre part aussi, donc, de plus en plus des Ottomans qui sont à Paris. Donc, Paris devient véritablement une destination pour les Ottomans, enfin, remontant aux années 1820, et donc le célèbre séjour de Rifat al-Tartawi à Paris, donc qu'il relate ensuite dans son ouvrage publié en 1834, L'or de Paris, donc un ouvrage sur lequel
on a beaucoup écrit. Il y a une littérature assez riche sur cet ouvrage-là, entre autres aussi par notre ami Antoine. Et pourquoi c'est important, ces voyages? Tout d'abord parce qu'il pose un peu les pierres d'une fascination qui s'exprime donc pour Paris et pour la société française, pour les sociétés européennes. Et c'est surtout un récit qui sera suivi ensuite par d'innombrables d'autres récits sur Paris qui vont s'inscrire un peu dans la même démarche. Donc, ils vont commencer à regarder Paris non plus sous un angle de curiosité, de découverte de curiosité, et ils vont plus utiliser un langage de merveille, mais un langage qui est très nettement marqué par une certaine fascination qui s'exprime donc pour Paris et pour l'organisation sociale des sociétés européennes. Et tout au long du 19e siècle, donc vous aurez une croissance, dans le nombre des Ottomans qui séjournent à Paris, sans nécessairement plus écrire des récits de leur séjour. Les récits seront aussi repris ils seront repris comme un genre dans la presse, qui se développe en particulier à partir des années 1860. Mais donc, de plus en plus les Ottomans, donc ils sont à Paris pour les affaires, pour les études, et à la fin du siècle notamment, on va y revenir, pour s'exiler. Donc, qui choisissent la ville de Paris comme lieu d'exil politique. L'affaire commence déjà dans les années, pour les Ottomans, je parle des Ottomans du centre, donc de Constantinople, et non plus de la province égyptienne, dans les années 50, avec l'établissement d'une école ottomane propre à Paris, donc où effectivement on envoie des étudiants pour qu'ils suivent une éducation à la française, donc une instruction à la française à travers cette école ottomane. C'est une singularité dans le sens que, en fait, le projet sera rapidement abandonné. Bon, peut-être pas si rapidement que ça, parce qu'il existe pendant, je crois, une douzaine d'années, donc de 57, si je ne me trompe pas, jusqu'à 74. Oui, ça fait quand même une certaine période. Mais en fait, dans les années 70, on va réajuster cet intérêt pour l'instruction française, d'une part en faisant le choix d'établir des écoles francophones publiques, donc gérées par l'État, gérées par l'instruction publique, dans l'Empire ottoman même, et d'autre part en donc faisant le choix d'envoyer des étudiants directement dans les écoles françaises à Paris, majoritairement à Paris. Donc il n'y aura plus une enclave éducatif propre aux Ottomans. Et effectivement, on voit qu'à partir des années 70, il y a un nombre croissant donc, des Ottomans qui vont séjourner à Paris, entre autres pour les études. La colonie ottomane va devenir très, très importante parce qu'arrivé au tournant de siècle, arrivé aux années 90, on constate que la colonie ottomane est en fait l'une des colonies étrangères les plus importantes à Paris. On estime, pour les étudiants étrangers, donc, qui sont inscrits dans les différentes écoles de Paris, on estime en fait que les Ottomans sont en deuxième place après les Roumains. Bon, en fait, dans les archives françaises, donc,
si jamais donc vous consultez la documentation française des archives, ces Ottomans vont paraître sous la catégorie turque, qui est évidemment une catégorie trompeuse et anachronique aussi, qui se réfère en fait aux ressortissants de l'Empire ottoman. Donc ça veut dire, si vous lisez un étudiant turc à Paris dans les années 90, ça peut être aussi un étudiant arménien ou grec, bien entendu. Donc, un intérêt pour la France, du côté des Ottomans, mais c'est un intérêt qui se développe au XIXe siècle et qui n'est pas forcément une histoire à sens unique, dans le sens qu'il y a malgré tout une certaine réciprocité dans cet intérêt et dans cette fascination qui se développe au cours du XIXe siècle entre la France et l'Empire ottoman. Si vous regardez en fait la presse de la fin du XIXe siècle, vous serez en fait frappé par la familiarité qu'on constate avec l'Empire ottoman, avec la géographie de l'Empire ottoman. Donc on peut se référer à des villages dans des parties reculées de l'Empire ottoman, et apparemment ça ne posait pas trop de problèmes. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver même les villes principales des provinces dans la presse française mentionnées. Donc, alors que donc, au XIXe siècle, effectivement, il y a une familiarité avec l'Empire ottoman qui est assez frappante, et qui remonte un peu aussi, si on remonte donc encore une fois un peu dans le siècle, par une certaine admiration pour la culture turque. Enfin, on parlait de la culture turque, mais c'est plus la culture ottomane, évidemment. Par exemple, dans les meubles, dans les arts, dans les vêtements. Donc, on va effectivement s'inspirer des arts ottomans à partir des années 1820. Et d'autre part, il y a une vision du monde, là je parle de la première moitié du XIXe siècle, qui effectivement est assez universalisante. Donc, on commence à se référer au monde en tant que unité de référence unifiée. Donc, on mettra en avant une vision proprement globale du monde. Et donc, vous aurez certains penseurs qui auront un intérêt tout particulier pour l'Empire ottoman, pour l'islam en général. On peut citer notamment le fondateur du positivisme, Auguste Comte, donc, qui de fait va développer un intérêt pour l'islam, pour l'Empire ottoman, surtout à partir de la fin des années 40, et il va prédire même que la capitale ultime de l'humanité sera Constantinople. Donc après Rome, la capitale de l'Antiquité, et après Paris, donc la capitale du XIXe siècle, du monde de la civilisation, pour Auguste Comte, la capitale prochaine et la capitale ultime de l'humanité sera Constantinople. Donc une vision universalisante du monde qui a un peu
à l'origine vraiment de cette familiarité donc, qui s'exprime dans l'opinion publique française vis-à-vis de l'Empire ottoman. Mais arrêtons-nous rapidement sur la nature de cet universalisme, qui connaît quand même une certaine évolution au cours du XIXe siècle et qui va devenir de plus en plus un universalisme qu'on peut nommer exclusif, donc qu'on peut décrire comme étant donc, exclusif dans le sens qu'il va exclure de fait des populations, des peuples, des géographies, en les qualifiant de peu civilisés. Donc certes, on va mettre en avant l'unité du monde, de l'humanité et du projet de civilisation, donc comme objectif universel de l'humanité, mais quand même à partir d'une structuration inégale du monde. Donc, on va mesurer les peuples selon une échelle de civilisation et donc classer, par exemple, le peuple ottoman, évidemment, sur une échelle inférieure, dans une catégorie inférieure, donc sur cette échelle des civilisations qui bien sûr est couronnée par les Européens et, si vous demandez aux Français, évidemment par les Français. Donc, il s'agit toujours d'un universalisme donc, qui maintient cette fiction de l'unité du monde, de l'unité de l'humanité, et qui maintient aussi donc, le projet des civilisations comme un objectif universel des humains, mais qui va quand même classer les différents peuples du monde selon donc, une hiérarchie qui va de non civilisé jusqu'au plus civilisé. Et arrivé au XIXe siècle, on le sait très bien, donc c'est aussi la période où se développe véritablement le racisme. Il y a des travaux sur la manière dont en fait la perception de l'islam était racialisée à partir de la fin du XIXe siècle. Mais en fait, la vision raciste qui commence donc à devenir de plus en plus important dans la culture générale au tournant des siècles n'est pas véritablement en opposition avec cet universalisme du XIXe siècle, mais en quelque sorte dans sa suite logique. Donc, revenons aux Ottomans et donc à leur réception de l'Occident. Donc, je vous ai expliqué un peu l'infrastructure de l'influence culturelle française dans l'Empire ottoman, qui fait que la réception de l'Occident passe nécessairement par le français. Donc, la langue, la lingua franca, littéralement, et le français au XIXe siècle. Et en fait, l'ensemble de la reprise de la littérature, des sciences, de la philosophie, va se faire à partir donc des lunettes françaises qui sont en plus des lunettes parisiennes. Donc Paris émerge rapidement comme la ville modèle pour les Ottomans, donc qui désirent le progrès, qui désirent le changement. Et les Ottomans participent donc à cette image de Paris comme capitale de la civilisation d'une façon tout à fait active. Donc Paris, de fait, c'est pas uniquement une ville de rêve, donc une ville dont on va rêver, une ville imaginée, mais Paris va de fait devenir une référence fixe dans les discours modernistes ottomans et va de cette manière influer
d'une manière assez nette la transformation de l'Empire ottoman au cours du XIXe siècle. On va essayer de rattraper donc le développement technique, l'organisation de la ville de Paris, l'organisation administrative, et Paris devient donc le signifiant d'une volonté de changement, d'un degré de développement auquel on aspire désormais dans l'Empire ottoman. Avec, encore une fois, des effets concrets. Donc, on ne parle pas uniquement de l'imaginaire. Les réformes administratives, par exemple, donc les ministères qui seront mis en place au XIXe siècle dans l'Empire ottoman, vont suivre le modèle français. Plus exactement, donc, concernant la ville de Paris, la première municipalité moderne du Moyen-Orient est le 6e arrondissement qui est établi en 1858. Et c'est la mairie du quartier Pera-Galata, donc ce qui serait aujourd'hui Beyoğlu. Et donc on est dans l'année, on est en 1858, on parle de 6e arrondissement. Donc, et pourquoi en fait ce 6e arrondissement? Parce que déjà, d'une part, c'est intéressant de le noter, en fait il n'y a pas de mairie de première, deuxième, troisième arrondissement. Donc la seule mairie qui existe, c'est celle du 6e arrondissement de Constantinople. Et pourquoi donc le 6e arrondissement? En référence au 6e arrondissement parisien, où les fondateurs, ou du moins les inspirateurs de la première mairie moderne dans l'Empire ottoman, avaient vécu dans les années 1840-1850. À noter aussi, donc là, on est avant les réformes de Paris, avant les réformes des arrondissements parisiens qui seraient entreprises, si je ne me trompe pas, dans les années 60 du 19e siècle. Donc, le 6e arrondissement des années 1840-50 n'est pas le 6e arrondissement d'aujourd'hui. En gros, ça sera le Marais, ce que serait aujourd'hui le Marais, qui serait le 6e arrondissement parisien. Donc, une administration donc, qui louche clairement sur Paris, et avec des références architecturales donc, très très nettes. Voilà, donc si vous regardez donc l'architecture de la ville d'Istanbul aujourd'hui, vous verrez l'effet vraiment de l'architecture française, notamment avec à la fois des bâtiments très haussmanniens, des bâtiments très Art Nouveau, et qui, en plus, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier un peu, ne sont pas uniquement concentrés dans le quartier de Beyoğlu, qu'on connaît comme le quartier européen par excellence. En fait, à mon avis, mais bon, là c'est mon appréciation personnelle, le plus beau exemple de l'architecture à inspiration donc, de l'Art Nouveau sont plus dans le centre-ville de Constantinople, donc sur la péninsule historique. Et donc je vous ai parlé de la mairie du 6e arrondissement établie dans les années 50. Ici, et là je vous réfère donc aux photos, aux images, on voit que la référence continue bien jusqu'à la fin de l'Empire ottoman. On est en 1907. Joseph-Antoine Bouvard, donc architecte français, et d'une certaine manière successeur de Haussmann après sa mort. Il est architecte auprès de la mairie de Paris, sera invité par le sultan pour regarder la ville de Constantinople et pour établir donc ce qu'on appellera aujourd'hui
un master plan de restructuration de la ville de Constantinople. Donc, en fait, les images que vous avez ici, désolé, je vais essayer un instant. Je vais essayer de mettre un peu de l'ordre. On va tourner nos ordinateurs. Précisément pour éviter cela. Mais... Est-ce qu'on pourra vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. On peut les poser maintenant ou vous avez encore un temps de présentation? C'est comme vous voulez. Enfin, je peux finir aussi ou vous pouvez me poser des questions tout de suite aussi. C'est comme vous voulez. Voilà, en fait, moi j'ai une question là qui vraiment qui est là, qui est très forte. C'est comme en fait en 1800, dans les années 1830, la France démarre sa conquête de l'Algérie. Mais en Algérie, il y avait les Ottomans. Donc, comment on arrive à faire le lien entre cette attractivité vers Paris et en même temps le fait que les Français sont non seulement en guerre, enfin en Algérie, mais ils sont aussi en guerre contre l'Empire ottoman. J'ai un peu de... Est-ce que vous avez des éléments là à partager au niveau historique? Oui, au niveau historique à la fois et aussi au niveau conceptuel. En fait, votre question, elle part du principe qu'en fait, vous ne pouvez pas vous inspirer ou vous ne pouvez pas vous référer à votre ennemi. Et de fait, tout le contraire est vrai. Donc, effectivement, cette admiration qui se développe pour les Ottomans, pour le Turquerie, etc., ça peut très bien aller ensemble avec une politique impérialiste de conquête. Donc, la mise en valeur culturaliste, si vous voulez, d'une culture différente peut très bien s'accompagner donc de sa conquête, de sa mise sous tutelle par un pouvoir impérialiste. Donc c'est en ces termes-là que je peux vous répondre. Et après, si on remonte, donc là j'ai parlé des années 1820, mais si vous remontez vraiment à la toute fin du XVIIIe siècle, et donc avec ce qu'on appelle l'expédition égyptienne de Napoléon, en fait, ça trace déjà un peu l'engagement avec les cultures des pays orientaux tout au long du 19e siècle, voire au 20e siècle. Donc, on va effectivement s'intéresser pour les pyramides, voilà, pour les artefacts, pour la culture, y compris musulmane, tout en poursuivant donc un objectif de conquête et de domination, en fait. Et c'est dans ces sens que je parle d'un universalisme exclusif, parce qu'effectivement, encore une fois, un universalisme qui exclut, parce que donc on va mettre en avant donc l'intérêt commun universel, on va mettre en avant l'unité de l'humanité et du monde, tout en poursuivant des politiques d'inégalité. Voilà. Bon, ça c'est pas le sujet de notre réunion, mais comme quoi le multiculturalisme n'est pas forcément une réponse au problème du racisme. Bon. Mais ça, on peut en parler
une autre fois. Bon, je retourne, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, je retourne donc à mes images. Donc, je ne sais pas si ce que vous avez pensé quand vous avez vu l'invitation et donc les aquarelles, les dessins, enfin, le dessin que je vous ai mis que je vous ai préparé pour l'invitation et pour la conférence, c'est la ville de Constantinople. Donc c'est Istanbul, mais qui fait effectivement très très parisien, très haussmannien, n'est-ce pas? Donc oui, c'est celle que j'avais mis pour l'invitation, je pense. Effectivement, enfin, si vous faites abstraction attendez, qu'est-ce que c'est? Ça doit être la mosquée de Bayazid, si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Si vous faites abstraction donc de ça et que vous ne voyez pas véritablement la mer, à la limite, vous vous dites, bon, c'est peut-être un projet de restructuration des jardins de Tuileries, n'est-ce pas? Donc, et ici, encore une fois, je crois qu'il y a 5 ou 6 aquarelles donc, qui sont conservées, donc préparées par Joseph-Antoine Bouvard, donc sur un projet de reconstruction de Constantinople. Et là, on parle bien d'Istanbul, donc de Constantinople, c'est-à-dire la ville historique, voilà, sur la péninsule, et on ne parle pas de Pera. Donc, en quelque sorte, un master plan de restructuration haussmannienne de la capitale d'Osman. Voilà. Bon, au niveau donc, de l'architecture, c'est très net, c'est très net. La littérature ottomane va se développer en suivant en fait la réputation mondiale de la littérature française, de fait jusqu'au milieu du XXe siècle, allez. Et vous allez voir aussi chez les littérates, chez les hommes de lettres, les écrivains, les journalistes, une familiarité extrêmement prononcée concernant la ville de Paris. Je vais vous donner un exemple qui est assez illustratif. Ahmet Mithat, voilà, qui est considéré comme un des fondateurs de la littérature moderne dans l'Empire ottoman, publie un roman, un Turc à Paris. Un Turc à Paris. Donc, voilà, enfin, le titre dit déjà à peu près de quoi il s'agit. Mais on voit dans ce roman, notamment donc, ce qui frappe, ce sont des descriptions extrêmement détaillées des lieux de Paris. Donc, au point d'être assez ennuyeuse pour nous. On se demande à quoi ça sert d'entrer tellement dans les détails. Donc, un livre publié en 1876 et quand, de fait, Ahmet Mithat, l'auteur, quand est-ce qu'il s'est rendu pour la première fois à Paris? Surprise, 13 années plus tard. Donc, il a écrit son roman sur Paris sans jamais avoir mis les pieds dans la ville de Paris. Donc, ce n'est que 13 ans plus tard qu'il va effectivement se rendre à Paris. Donc, en fait, ce sera un voyage en Europe et donc il va aussi aller à Paris. Et au retour, en fait, il va déclarer avec fierté que finalement, il a très bien décrit la ville. Donc, même sans jamais l'avoir vue, il dit, bon, finalement, je fais un bon boulot. Je l'ai très bien décrite, cette ville de Paris. Donc, 1889, l'exposition universelle.
l'année de l'exposition universelle lorsqu'on a donc érigé la tour Eiffel, et qui tout de suite devient aussi une source d'inspiration, ou plutôt une référence pour les Ottomans, donc qui vont effectivement se référer à la tour Eiffel. Donc on arrive à la fin du siècle, à la fin du 19e siècle, donc on a un nombre croissant d'exilés, des Ottomans, pardon, la colonie ottomane est en croissance, et vous avez de plus en plus des exilés qui séjournent à Paris. En fait, vous avez déjà des individus qui sont là dans les années 60. On sait que au moins deux Ottomans ont participé à la Commune. On n'a malheureusement pas plus de détails, et moi, je n'ai rien trouvé dans les archives. Bon, en fait, j'avais un peu la flemme de poursuivre, parce que ça aurait vraiment demandé des mois et des mois des recherches dans les archives, avec un résultat plus qu'incertain. Bref, donc déjà dans les années 60, 70, vous avez des hommes de l'opposition ottomane qui sont à Paris. Ce qu'on voit à la fin du siècle, dans les années 1890, c'est que la ville va émerger comme la ville de l'opposition ottomane, et notamment avec la fondation du mouvement des jeunes Turcs, donc, qui s'établit à Paris dans les années 1890. Et Paris devient alors centre de l'opposition ottomane. Le mouvement jeune turc va se développer en référence à Paris toujours, et ce n'est pas seulement, encore une fois, une référence abstraite. Le jeune turquisme se développe véritablement en lien étroit avec la culture intellectuelle et politique de l'époque de la fin du siècle. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une affaire à sens unique. Les jeunes Turcs, on le voit dans les années, en regardant les années 90, s'inscrivent véritablement dans ces processus de récomposition du champ politique et intellectuel du tournant des siècles, donc qui sera marqué par la culture du journal. On a parlé de l'âge de papier. Les jeunes Turcs vont participer à cette frénésie de publier des périodiques. Ils vont engager une lutte pour l'opinion publique, et ils vont participer effectivement à la naissance des intellectuels, entre guillemets, en tant que catégorie politique et publique. Donc, à regarder donc, en particulier les premières années du mouvement jeune turc, on constate effectivement que la presse française et la presse européenne plus généralement, en fait, portent un intérêt très, très net pour ce mouvement de l'opposition ottomane. Donc, qui sont interviewés, qui sont présentés d'une manière assez systématique, et qui surtout sont soutenus aussi lorsqu'ils font face à des pressions de la part des autorités françaises. Donc, il y a des procédures donc, qui sont engagées sur pression des autorités ottomanes. Donc, l'ambassadeur ottoman va intervenir auprès des autorités françaises pour faire interdire, par exemple, des journaux, ou pour expulser certains meneurs du mouvement jeune turc. Et donc, il y aura une pression qui serait exercée sur le mouvement jeune turc d'une manière assez forte. Vous avez un procès, entre autres, engagé contre donc, Ahmed Reza, que nous avons vu tout au début de la conférence, pour lèse-majesté.
donc, pour des injures qu'il aurait profanées contre le sultan Abdulhamid. Ça va donc jusqu'à un procès au tribunal de Paris. Et qui sont ses avocats? Georges Laborie, autrement dit, l'avocat à scandale qui, par exemple, avait défendu l'assassin de Sadi Carnot, donc du président assassiné, qui avait donc également comme client l'ensemble des terroristes anarchistes donc qui s'attaquent à la fois à la vie politique et à la vie publique dans les années 90, et sont cités donc comme témoins d'Ahmed Reza. Deuxième avocat, avant de venir au témoin, Alexandre Millerand, donc également avocat, et je crois en 1920 président de la République. Donc une défense préparée, on l'imagine, avec soin, et donc on va citer comme témoin Georges Clemenceau et aussi Henri Rochefort. Donc on va à la fois citer des gens associés au camp libéral et au camp autoritaire pour donc apporter un soutien à la cause jeune turque. Et c'est aussi ce qu'on voit donc sur cette toile donc à droite, qui est une peinture de Osman Hamdi, un portrait de son cousin Tevfik. Voilà, donc à première vue, pas forcément très intéressant. Un détail, donc déjà, qu'est-ce qu'il fait donc le cousin d'Osman Hamdi? Il lit l'Aurore, donc le journal de Georges Clemenceau, et vous voyez aussi à Tevfik son cher cousin Dreyfusard. Osman Hamdi, idem, Dreyfusard. Donc, on se réfère effectivement à une culture qui est en train de naître et donc qui est marquée par la naissance des intellectuels, par l'importance donnée aux journaux et, d'une manière générale, par l'attention apportée désormais à la question de l'opinion publique et à la question de gagner l'opinion publique. Donc, pour finir, donc, je ne sais pas si je peux véritablement conclure, mais je vous permets de revenir donc, à l'essai de Walter Benjamin pour évaluer l'admiration pour Paris des Ottomans. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer, juger l'admiration chez les Ottomans pour Paris en tant que capitale ottomane du XIXe siècle? Et je vous renvoie encore une fois donc à cette tension soulevée par Benjamin à la fin des années 1830. Donc qui renvoie donc à ce degré de progrès impressionnant qui se dévoile à partir de la ville de Paris, donc incarné par la ville de Paris, un progrès que le monde et que l'humanité n'a pas connu et qui invite au fantasme, qui invite à rêver et à imaginer de nouvelles choses. Mais d'autre part, donc ce développement technique n'est pas accompagné d'un nouveau projet social pour permettre de passer les contradictions inhérentes à la société moderne. Et pour revenir donc à la question de la fascination chez les Ottomans pour Paris, quelle en est la nature?
on constate qu'il s'agit d'une admiration au final assez conventionnelle. Donc, même si vous regardez enfin, les plans donc préparés par Bouvard, en fait, c'est même pas de l'art nouveau, c'est voilà, une architecture haussmannienne largement déjà dépassée. La même chose est vraie pour la littérature. On va s'inspirer des courants de littérature français qui ne représentent pas l'avant-garde. De la même manière, dans les arts, on ne va pas s'intéresser à l'avant-garde. Donc, 1900, c'est aussi la période de Picasso, par exemple. Mais vous n'avez pas d'intérêt pour l'avant-garde artistique. Et donc, les Ottomans vont préférer de se référer à une déclinaison assez classique de la peinture, assez académique, alors même, et ça c'est intéressant aussi, les Ottomans ne sont pas admis à l'Académie à Paris parce que tout simplement il faut être ressortissant français pour pouvoir donc recevoir une instruction à l'Académie. Donc, une admiration conventionnelle, une fascination qui ne s'intéresse pas à l'avant-garde dans les arts, et aussi la même chose pour la politique. Donc, une fascination pour Auguste Comte à la fin du XIXe siècle, alors qu'on commence à attaquer de plus en plus Auguste Comte, et alors qu'il y a des mouvements d'idées beaucoup plus puissants et qui promettent de fait enfin, un monde différent, très différent même, et qui n'est pas véritablement adaptable avec la théorie enfin, projetée par exemple par quelqu'un comme Auguste Comte. Et c'est ainsi qu'on voit que les Ottomans participent à l'écriture de Paris comme capitale du XIXe siècle, mais qu'ils restent au final essentiellement des consommateurs d'une image enfin, projetée par Paris, qui de fait est de plus en plus critiquée et qui ne correspond même plus véritablement à la réalité parce que, surtout donc, autour de 1900, Paris est déjà dépassé par d'autres villes européennes, voire américaines, dans le développement. Et donc, Paris incarne notamment donc, cet universalisme du XIXe siècle, qui sera effectivement dépassé au début du XXe siècle. Et on verra qu'effectivement, enfin, la référence à Paris n'aura plus la même importance dans l'imaginaire désormais des Turcs, enfin, mais d'une façon générale, dans l'imaginaire de tout le monde au XXe siècle. Voilà, je m'arrête là pour la conférence propre. Ça veut dire que maintenant, on commence à vous poser des questions. Si c'était une question, oui. Enfin, mais... Ah, super. Oui. Merci beaucoup Erdal, c'était passionnant. Parce que oui, il y a plein de questions. Il y a une question qui brûlait déjà, Richard l'a posée. Est-ce que... Oui. Il y a Jean-Louis, pardon, dans l'obscurité, je te vois. Jean-Louis. Oui, bonjour. Merci d'abord pour cette magnifique conférence, hein, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je voulais juste réagir à certaines choses que vous avez dites, notamment pour mettre en lumière la duplicité des autorités françaises. Vous avez parlé de ces mouvements d'opposition d'intellectuels turcs qui sont à Paris, qui publient des journaux.
et les pressions que le sultan fait peser sur les autorités françaises pour qu'on réprime notamment les jeunes Turcs, etc., qui s'agitent évidemment à Paris, qui s'agitent aussi dans d'autres capitales européennes comme Genève. Hein. On voit par exemple, quand on lit la biographie de Isabelle Eberhardt, par exemple, en Suisse, on voit l'importance aussi de ces mouvements d'opposition turcs qui commencent à s'agiter contre le pouvoir du sultan. Mais si les autorités françaises se prêtent un peu au jeu, c'est-à-dire répriment parfois les intellectuels d'opposition, ils sont en même temps en train de les soutenir d'une certaine manière. C'est-à-dire que les journaux d'opposition que l'on voit publiés à Paris parviennent à Istanbul. Et s'ils parviennent à Istanbul, c'est qu'ils ne passent pas par la poste normale de l'Empire ottoman, mais qu'ils passent par les ambassades, par l'ambassade de France notamment, qui a son propre service de poste. Donc tout le courrier des ambassades qui échappait à la censure sert aussi à véhiculer cette presse d'opposition. C'est un peu comme si aujourd'hui des opposants faisaient passer leur publication par la valise diplomatique. Donc il y a une pénétration comme ça de journaux d'opposition qui se passe dans l'Empire ottoman avec la complicité des autorités françaises. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire latérale par rapport à votre propos, mais qui me paraît importante. Non, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a aussi un soutien de la France, si on peut dire ça, pour le mouvement d'opposition, pour l'opposition ottomane. Mais là, encore une fois, on est toujours confronté à ce problème de savoir à quoi ça sert finalement d'une part et qu'est-ce qui prime au final. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est véritablement des intellectuels comme Georges Clemenceau qui soutiennent peut-être Ahmed Reza à un moment, mais qui d'ailleurs dans les années 1910 vont se retirer complètement de ce soutien. Et au niveau de l'État, quel est finalement qu'est-ce qui motive l'État? Est-ce que ce sont les belles paroles? Est-ce que ce sont les belles valeurs? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des considérations beaucoup plus matérielles? Et pour cela, je me permets là, je viens de le retrouver, de vous lire un passage de 1899. On n'est plus à Paris, on est à Bruxelles. Voilà, petite dédicace pour Catherine van der Heijden. Donc, au Parlement en Belgique, où en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais où on va débattre du cas d'un jeune Turc. Donc, parce que en fait, un jeune Turc sera interdit sur le territoire belge sur pression des autorités ottomanes. Et c'est un sujet qui sera porté à l'attention des parlementaires par un député socialiste, Van der Velde. Donc, vous ne connaissez pas forcément l'histoire du socialisme, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important. Jean Jaurès, c'est comparable à Jean Jaurès à peu près. Et c'est comparable aussi par son éloquence qu'on voit vraiment dans ses discours. Donc, je vous lis une partie. Pour la petite histoire, juste avant de débattre du cas Ahmed Reza, donc voilà, il y est encore une fois, le Parlement a débattu du cas de Louise Michel, donc de l'anarchiste française, qui également était expulsée
qui était interdit sur le territoire belge. Bon, alors, Van der Velde. Ah, je sais bien que vous voulez contenir cette... Attendez, je peux peut-être le mettre dans les chats. Bon. Bon, c'est assez long, donc je vais juste lire le premier passage que vous avez envoyé. Eh bien, vous, pour faire gagner d'argent à quelques hommes d'affaires, vous avez trahi votre Dieu. Il parle des démocrates chrétiens, donc voilà, chrétiens démocrates, dont la personne de vos co-religionnaires. Et comme les puissances européennes, vous abandonnez ceux qui luttent pour la liberté et la justice afin de complaire aux massacreurs d'Orient, les questions du sultan. Il paraît que vous voulez vous partager les dépouilles de vos co-religionnaires. Eh bien, bon appétit, monsieur. Et en fait, le passage suivant est plus intéressant. Je sais bien que vous voulez contenir cette interpellation dans les limites d'une discussion juridique. Je sais bien que la question de fait vous gêne, aussi bien quand il s'agit d'Ahmed Cheza que de Louise Michel, car dans l'un comme dans l'autre cas, nous nous trouvons en présence de la complicité internationale des gouvernements d'Europe qui ont d'abord essayé de faire le silence sur le massacre des chrétiens en Arménie, sur les tortures infligées aux libres penseurs en Espagne. Quant à moi, je considère comme un devoir de ma charge, de celle qui m'a été confiée par ceux qui m'ont élu, de protester chaque fois que l'occasion s'en présentera contre des infamies qui sont une tache sanglante pour notre civilisation. La politique des hommes de la jeune Turquie, comme des Arméniens, comme de toutes les victimes du despotisme turc, c'est la nôtre. Voilà. Alors, je vous défie de me trouver un député aujourd'hui qui soit capable de faire un discours aussi éloquent, soit au Parlement français ou belge. À la fois éloquent et aussi poignant au niveau des idées. Les députés actuellement, ils sont surtout empêtrés dans leur loi sur le séparatisme. Oui, voilà. Voilà. Non, mais je trouve ça très intéressant en fait, parce que des fois, j'essaye d'actualiser ce que vous nous avez présenté. Et j'étais en train de penser au fait que à Strasbourg, il y a un des consulats en termes de surface, au mètre carré le plus important d'Europe. Et qu'il y a une vraie vision, voilà, il y a une vraie vision de la Turquie par rapport à la France, en termes, je dirais, on va avoir d'ailleurs une des plus grandes mosquées en Occident et qui sera mosquée turque, qui sera sur la plaine des Bouchers, dans un des quartiers de Strasbourg. On voit que là, il y a, quand on prend l'histoire sur un siècle, 2 siècles, 3 siècles, on voit qu'en fait, on a une méconnaissance, mais totale, des liens dans leur processus, je dirais, dans leur évolution. Et je trouve que votre conférence, enfin votre intervention, votre partage de cette analyse est extrêmement passionnant pour nous, quoi. Enfin, en tout cas pour notre équipe là, de rue Méditerranée qui essaye de réfléchir sur les liens entre les différents pays, les différentes cultures, voilà, comment tout cela se tisse, se construit. On voit bien à quel point, notamment les jeunes, je pensais aux jeunes dont les parents sont turcs, ils ont une méconnaissance totale de tous ces éléments, quoi, qui sont quand même des éléments très importants dans la construction européenne. Oui, oui, oui. Tout à fait. Une autre, merci Richard pour cette mise en perspective contemporaine et locale. En inversant un peu la perspective cependant, parce que là c'est
Ouais, c'est la Turquie à Strasbourg et à Paris. Et à Paris. Ouais, là, c'est un peu Paris aussi à Istanbul. Est-ce qu'il y a il y a d'autres questions? Euh, Sinon, moi, j'en glisse une sur l'art, si je peux me permettre. Euh, Puisque la conclusion présentait une conception de l'art non pas avant-gardiste, mais un peu patrimoniale déjà. Ma question porterait sur l'influence des expositions universelles. C'est-à-dire que si on admire dans les expositions universelles un certain nombre de choses, c'est souvent euh, des, des reconstructions déjà un petit peu datées de certaines choses. Et là, quand on voit le pont sur le plan que le français propose pour Istanbul, c'est un pont euh, à la parisienne. Enfin, c'est comme si lorsqu'on propose quelque chose, on anticipait l'attente du public. Donc on dit, voilà, ils veulent sans doute quelque chose de parisien, donc on leur donne quelque chose de très parisien. Donc première question sur l'influence un peu paradoxale des expositions universelles. Et deuxièmement, je pensais simplement, en termes d'histoire de l'art, là, quand on analysait le tableau, au fait que ça m'a fait penser que c'était Khalil Bey, enfin, il est égyptien, enfin ottoman égyptien, mais qui était très à la pointe, puisqu'il avait toute cette collection, et notamment, il est très connu pour ça, l'origine du monde. Donc c'est comme il y avait parmi les Ottomans de Paris quand même des esthètes assez à la pointe euh, de l'avant-garde. Oui, oui. Alors, certes, mais ça ne s'est pas véritablement traduit dans une, enfin, sur les arts ottomans en tant que tels. Bon, après, je ne suis pas, pour ça, il faudrait demander à ma femme, qui est beaucoup plus expert de ça. Mais on reste quand même dans des registres assez conservateurs finalement. Donc des choses établies, et effectivement, comme tu l'as dit, Antoine, donc, qui à la fois anticipent un peu enfin, la réaction du public en disant voilà, ça c'est quelque chose qui serait attendu. Mais d'autre part, enfin, je dirais aussi qui est quand même, enfin, c'est quelque chose qui est révélatrice d'un manque d'imagination, véritablement. Et je le vois enfin, notamment aussi dans les références politiques donc, qu'on a dans l'Empire ottoman, enfin, concernant aussi les penseurs français. Et voilà, donc par exemple, on va se référer à Auguste Comte. Voilà, donc certes, bon, la toute fin du 19e siècle, c'est un peu l'apogée de la répétition internationale de Kant. Mais enfin, c'est une réception à l'international qui, de fait, sauve ou prolonge un peu le positivisme en France en tant que tel pendant encore quelques années. Parce que sans cette réception enfin, ottomane, mais surtout brésilienne, mexicaine, etc., etc., euh, je pense que le positivisme aurait été mis à mort bien avant le XXe siècle. Donc, et enfin, c'est intéressant aussi de voir enfin, les penseurs, et quand il y a des penseurs donc, plus ou moins contemporains qui seront mis en valeur, encore une fois, ce n'est pas véritablement l'avant-garde, mais ce sont des gens, des sociologues comme par exemple Gustave Le Bon, donc connu pour ses théories sur les masses. Euh, et bon, ça correspond beaucoup à une approche finalement assez, comment dire, conservatrice de la modernité. Donc on va effectivement chercher à moderniser l'Empire ottoman, mais pas trop. On va réformer l'Empire ottoman, mais pas trop quand même. Donc on ne va pas commencer à songer à des choses complètement nouvelles. À part en politique, alors. Comment ?
À part en politique. À part comme... Oui, dans quel sens? Les jeunes Turcs, c'est avec la réflexion sur la Constitution, et c'était quand même... Oui, mais même ça, c'est au final relativement conventionnel. Donc, oui, ils mettent en avant un concept, donc une notion de souveraineté populaire. Euh, bon, c'est moi qui l'ai dit, enfin, pas tous les historiens sont d'accord avec ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a donc enfin, l'idée de démocratie et de souveraineté populaire qui est mise en avant par les jeunes Turcs, mais au final, c'est une interprétation assez limitée et assez conventionnelle. Bonjour. Ah, Bonjour, allez-y, on vous écoute. rebonsoir tout le monde. Merci, monsieur, pour votre passionnante conférence. Merci, merci Salif. J'ai une petite question euh, qui est un peu simple. C'est juste par rapport aux critères qu'on pourrait définir à une capitale. Parce que vous avez parlé d'Augustin Comte tout à l'heure, qui préfigure que le Constantinople sera la capitale universelle. Moi, j'aimerais juste savoir quels sont les critères qui pourraient définir une capitale universelle. C'est ce que j'aimerais savoir un peu. Alors, enfin, je peux vous donner deux références, enfin deux réponses. D'une part, enfin, on peut suivre Walter Benjamin et donc présenter Paris comme la capitale du 19e siècle pour montrer enfin, les tensions inhérentes à l'universalisme du 19e siècle et donc à l'incapacité des sociétés modernes à dépasser certaines limitations qui se sont mises. Ça, d'une part. Pour Auguste Comte, en fait, c'est plus simple. Dans quel sens est-ce qu'il a parlé de la capitale de Constantinople, donc comme capitale ultime de l'humanité? Il visait effectivement, enfin, une unification du monde entier, voilà, où on va dépasser les frontières entre les nations, entre les peuples, les races, pour se retrouver à la fin donc avec une unité politique universelle, mondiale, donc qui ne connaît pas des frontières. Et là, donc effectivement, Constantinople, pour Auguste Comte, est voilà, prévu comme la capitale de l'humanité, voilà, parce que c'est une ville qui est très bien placée. Merci. Ah oui, Antoine, je n'ai pas répondu à la question sur l'exposition universelle. Ouais, en fait, je ne saurais pas trop quoi répondre parce que déjà, il y a des travaux assez intéressants sur ça. Vous avez donc des voyageurs orientaux, entre guillemets, qui visitent ces expositions universelles et qui sont en général dégoûtés plutôt par la mise en avant de leur propre pays, qui est très orientalisante. Voilà, on va mettre dans le pavillon égyptien des danseuses, des choses comme ça. Donc, ça joue vraiment sur le registre de l'orientalisme. Voilà. Donc, et vous avez ça certainement, donc il y a ça, donc un dégoût pour la présentation de son propre pays, mais quand même cette admiration donc, qui s'exprime en, en visitant par exemple la salle des machines, donc où effectivement le développement technique est mis en valeur
en forme de spectacle. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui capture l'attention des Ottomans, très, très clairement. Oui, oui. De même que, on pourrait faire la comparaison avec les Perses, notamment le Shah, qui s'est, à cette même époque, totalement ruiné à force de commander des choses qu'il voyait à Londres, le Crystal Palace, ou des réalisations techniques qu'il voulait reproduire et acheter. Oui, oui, oui. Et qui a visité l'exposition universelle de 89. Il y allait, je crois, à chaque fois. Ouais. Oui, à chaque fois, il y allait. D'accord. Je me demandais, oui, si justement nos invités exceptionnels de Belgique voulaient intervenir, ce serait bien d'intervenir dans la capitale européenne. Strasbourg, je voulais dire Strasbourg. Bonjour, je suis à Bruxelles pour le moment, mais j'enseigne aussi à Strasbourg. Ah, très bien, vous êtes... Il me manque d'ailleurs, avec le confinement. Non, je voulais remercier Erdal pour cette très belle conférence qui m'a appris beaucoup de choses. J'ignorais que Paris, comme ça, avait été une image qui avait suscité la modernité, mais une modernité un peu particulière, comme tu l'as bien expliqué. Non, j'étais assez intéressée par ces aquarelles, évidemment, que je ne connaissais pas, qui étaient vraiment là. C'est vrai qu'on aurait pu croire que c'était le jardin des Tuileries. C'était vraiment tout à fait particulier. Je ne savais pas qu'il y avait ce projet qui avait été réalisé. C'est ça qui m'a assez impressionnée. Sinon, j'ai été aussi très intéressée par ce Van der Velde qui c'est vrai, a bien pris la parole là, dans ce texte que tu as envoyé. Merci beaucoup en tout cas. Et justement, sur le jardin, est-ce que le parc Taksim était un petit peu issu de ces planifications de 19e ou ça date d'un autre moment? Non, c'est un projet républicain. Ah, c'est 23, 25, ouais. Oui, non, c'est pas du tout ça. Et à l'époque, effectivement, il y a une caserne qu'on veut reconstruire et aussi un cimetière arménien. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, en fait, c'est probablement sur ce cimetière arménien que vous avez eu le premier monument commémoratif du génocide arménien, donc qui a été érigé en 1919. D'accord. Ouais. Oui, c'est vraiment une autre phase quoi, de l'histoire. Mais donc en attendant d'autres questions, j'aimerais partager ça notamment avec Jean-Louis qui était présent à la rencontre précédente sur l'architecture à Oran. Et ça aurait vraiment intéressé aussi les collègues architectes, parce que le travail qu'ils font de réfléchir l'architecture entre Strasbourg et Oran, c'est vraiment, toute chose égale par ailleurs. Là, les gravures qu'on a vues, là, ça porte beaucoup sur ça, dans un tout autre contexte. Mais il était aussi au Maghreb, donc il a aussi travaillé, il a fait des master plans, je ne sais pas si c'était Oran, probablement pas, mais il y a des master plans similaires pour le Maghreb, pour des villes maghrébines. Peut-être c'était au Maroc, je ne sais plus, mais... Ouais. Donc, Jean-Louis sera pas d'accord, il y a vraiment des continuités même après, si on pense à l'Algérie, jusqu'après les années 60, puisque est-ce que c'est pas Jean Prouvé qui dessine des cités à Alger? Pensez surtout à Le Corbusier et ses grands projets pour Alger. Oui, c'est ça. Ce sont des projets qui bouleversent complètement Alger, qui n'ont pas été réalisés, mais qui sont des projets comme ça, qui ont cette espèce d'ambition qu'on vient de voir sur Paris au XIXe siècle. Mais, avec une espèce d'idée d'universalité aussi, mais une autre mythologie. Au fond, cette idée que Alger pourrait être, d'une certaine manière, la nouvelle Rome.
Alors c'est une toute autre mythologie, bien sûr, mais de la même manière que les Ottomans peuvent se projeter sur la ville de Paris comme une espèce d'incarnation de l'universel, Le Corbusier imagine plutôt Alger et alors à l'autre bout de l'Afrique, le Cap, comme des espèces de nouvelles capitales qui seraient les nouvelles Rome du XXe siècle et du XXIe. Ouais. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de solliciter notre ami Volcan, parce qu'on a déjà parlé de ces choses-là dans un autre domaine, avec Volcan, qui est à Paris d'ailleurs. On a réfléchi déjà à l'histoire du cinéma en visionnant un documentaire ensemble sur l'histoire du cinéma à Istanbul. Il y avait dans ce domaine-là aussi beaucoup d'échanges avec Paris. Volcan, toi qui es spécialiste de cinéma, est-ce que tu veux pas m'aider à dresser ce parallèle, c'est-à-dire les premières projections, est-ce que c'était pas des projections des frères Méliès dans les années 1890 dans un bar de Beyoğlu? Alors Antoine, je te remercie pour l'invitation et je ne suis pas vraiment spécialiste de l'histoire du cinéma. Mais donc c'est très sympa de faire des éloges. Mais donc c'était très agréable d'écouter cette intervention, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc j'ai vraiment apprécié à vous écouter. Je ne suis pas un grand connaisseur de l'histoire, donc je reste plutôt à ma place. Merci. Merci à toi. Merci à toi d'être présent. Écoutez, Khadija, bien sûr. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle conférence. C'est vrai, il y a des choses que nous ignorions, donc c'est bien de découvrir une nouvelle de l'histoire, quoi. Donc, j'avais une question par rapport aux femmes. Quelle était en fait la place ou le rôle de la femme dans cette vision d'universalité que les Ottomans avaient à cette époque-là et dans cette transmission architecturale envers Istanbul, donc le style haussmannien. Voilà, merci d'avance. Donc la deuxième question, toujours dans la suite de la première, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, alors je peux vous donner une réponse très très générale. C'est que évidemment c'est un universalisme masculiniste. Ça c'est très très net. Donc voilà, l'homme universel est effectivement un mâle. Donc et est-ce que ça veut dire que les femmes n'étaient pas incluses? Si, mais encore une fois en reprenant de fait une épistémologie, on peut dire occidentale, mais qui part de la différence vraiment absolue entre hommes-femmes et insiste sur la complémentarité. Donc, et c'est à travers un discours donc, de complémentarité en gros, que femmes et hommes sont donc complémentaires, qu'on va développer une vision du monde où la place des femmes sera effectivement très très limitée. Donc, on va s'orienter à l'idéal bourgeois, et là encore une fois, on n'est pas véritablement très innovateur, voilà, de la femme au foyer, même si donc on va pousser à l'instruction des filles, des femmes, et qui sera d'ailleurs une des grandes disputes après la révolution jeune turque, où les opposants des jeunes turcs, donc notamment l'opposition qu'on qualifierait aujourd'hui d'islamiste, va reprocher aux jeunes turcs d'avoir poussé trop loin cette question de l'éducation féminine
au détriment des intérêts de l'Empire ottoman. Alors, j'ai dit qu'ils ne sont pas très innovateurs, c'est vrai, mais bon, arrivé dans les années 1920, 1930, donc à l'époque républicaine, en fait, c'est assez intéressant de voir que du coup, ils sont quand même assez sur l'avance sur le reste du monde en ce qui concerne l'intégration des femmes au sein des institutions moderne, enfin, d'une part, enfin, le droit de vote, donc qui est accordé, enfin, on le cite toujours, avant la France aux femmes, mais enfin, aussi la question des écoles mixtes, qui de fait était établie dès les années 20, et notamment aussi enfin, une politique disons pro-féministe, enfin, même si ce n'est pas forcément le bon mot, au niveau enfin, de l'enseignement supérieur, de l'éducation supérieure, donc au niveau des universités. Et de fait, vous avez dès les années 30 des diplômés voilà, féminines, des sciences naturelles, de toutes sortes de choses, ce qui se traduit jusqu'à aujourd'hui dans une représentation relativement équitable dans l'Académie turque. En fait, ce n'est pas une académie qui exclut les femmes, comme c'est par exemple le cas en Allemagne, aussi en France. Donc, l'équilibre est beaucoup plus équilibré, le taux entre hommes et femmes au niveau des professeurs, etc., est beaucoup plus équilibré que dans la vaste majorité des pays occidentaux. Très bien. Merci. Et bien justement, ce groupe des jeunes Turcs, il y a dans leur rang, il y a des femmes Il y en a quelques-unes, oui, effectivement, enfin des soutiens notamment aussi, mais aussi des activistes. Mais qui ont laissé des textes de référence, je veux dire aussi, dans le corpus. Alors, écrites par des femmes, tu veux dire? Oui. Alors là, c'est relativement limité. C'est relativement limité. Mais par contre, est-ce qu'on a, c'est un discours masculin sur la nécessité de réformer le statut des femmes, qui est vraiment un des leitmotifs de la publication des Jeunes Turcs. Donc, on va beaucoup insister sur ça. Et non pas nécessairement avec les visions les plus progressistes. Mais ça sera très très clairement un leitmotiv du discours jeune turc, mais encore une fois qui sera donc une vision masculine. Donc on ne donne pas véritablement la parole aux femmes. D'accord. Je ne sais pas si Nicole, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Non, je suis pas encore assez avancée là-dedans. Mais j'espère trouver quelque chose. On verra. Parce que Madame Marclay travaille précisément sur la question donc dite de la femme, fin de l'Empire ottoman, début de la République. Ça tombe bien. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas du tout la période ni la zone, mais dans un mois, ce sera vraiment le sujet de la représentation du droit des femmes au cinéma, l'émancipation féminine au cinéma, le cinéma fait par les femmes, enfin, toutes ces thématiques seront au programme le 13 mars. Est-ce qu'il serait possible d'encore afficher la couverture de l'ouvrage qui est tout chaud là, qu'on puisse bien noter que tout le monde puisse bien noter la référence, puisque
Oui. Sans doute qu'on retrouvera beaucoup de choses qui nous intéressent dans ce livre-là. Oui, enfin, je peux le faire. Attendez. Petit bémol. Je vais vous donner le prix aussi. Non, c'est pas la peine. Si, parce que ça va vous décourager tout de suite. C'est pour la modique somme de 120 €. Donc, voilà. Je ne sais pas qui aura le... Enfin, en fait, je conseille à personne d'acheter ce livre. Hein. On va le lire à la bibliothèque. Oui. Et, parce que là, il faut quand même dire, sans doute que c'est l'un des... C'est quand même un des auteurs très connus de toute cette période, n'est-ce pas? Oui. Donc on aura... on aura la suite dans ce livre. Bravo. Magnifique. Hein. Voilà. Très bien, bravo. Bien, écoutez, n'hésitez pas encore, ceux qui ont encore des réflexions, des questions. Bon, j'avais une petite remarque par rapport à l'aquarelle du pont. Ça m'a rappelé le pont d'Alexandre, je ne sais pas lequel, de Paris. Alexandre III, oui. Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Ardal? Enfin, le pont qu'on a vu, c'était à Istanbul, hein, c'est ça? Oui, non, c'est bien Istanbul, oui. Après, enfin, je ne sais pas si M. Bouvard peut-être qu'il a effectivement... moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit l'architecte du pont Alexandre III. Et les architectes, ils étaient français, européens ou de quelle nationalité? Ou ils étaient ottomans, turcs pour faire le travail oui, en fait, c'est... un instant. Donc, vous avez aussi des architectes ottomans qui vont s'investir. Et en fait, peut-être les bâtiments les plus marquants du 19e siècle, qu'on associe avec Istanbul aujourd'hui, comme par exemple le palais de Dolmabahçe au Bosphore, ça a été construit, projeté par un architecte ottoman, arménien en l'occurrence. Donc, la famille Balian étant une famille d'architectes très très importants au 19e siècle et de fait jusqu'au 20e siècle. Donc ils vont construire aussi des mosquées, par exemple, sous la République. Voilà. Et les structures métal comme le tunnel hein, et un peu tout ce qui est tramway, tout ça, c'est d'inspiration britannique, belge ou française, d'un point de vue des techniques? Je ne sais pas, aucune idée. C'est un peu Eiffel, les structures métal comme ça, les funiculaires, tunnels? Oui, on dirait, oui, mais... non, d'accord, c'est pas... En fait, pour ça, il faut voir à Damas aussi, les villes ottomanes de la Syrie, du Liban, où le réseau de tramway était mis en avant qu'il ne soit développé à Istanbul même. Et effectivement par des entreprises, par des compagnies françaises. Ok. Parce que pour le chemin de fer, c'était plutôt l'Allemagne qui était... oui, le chemin de fer, c'est surtout... oui. On l'associe, la puissance associée au chemin de fer, c'est l'Allemagne, effectivement. Oui. Mais pas que. Par exemple, Tel Aviv, Yafa à Jérusalem, c'est une compagnie française. Ok. D'accord. Génial.
Khadija, Jean-Louis, est-ce qu'on peut encore un... Oui, j'ai pas d'autres questions. Merci encore pour cette belle oui, merci. conférence. Franchement, très intéressant. Oui, mais je n'ai pas plus de questions non plus. Ça donne juste envie, cette conférence, d'aller creuser cette question, d'aller... Exactement. Ouais.